Bonjour à tous, c'est Lola pour le Gris Médif. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle interview avec une invitée très spéciale. Bonjour Marie-Jeanne. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Petite précision, Marie-Jeanne, c'est une de nos formatrices en mapping vidéo. Elle intervient dans le cursus régisseur technique au GRIM pour tous les sujets liés à la scénographie vidéo. Son site internet est dans la description, n'hésite pas à aller voir ses projets. On va commencer un peu dans l'univers un peu personnel de ta vie. J'ai pu voir dans une interview que tu te définis comme une raconteuse d'histoire. Oui, pour moi, dans toutes les œuvres que je fais, j'essaye avant tout de donner du sens à ce que j'imagine. Et quel que soit le média que j'utilise, que ce soit le vidéo mapping ou une installation avec divers outils de communication, j'essaye avant tout de donner du sens par l'histoire racontée. Mais attention, ce n'est pas une histoire linéaire, j'entends pas. Disons que c'est donner du sens à ce que je veux dire, mais ce n'est pas forcément « il était une fois ». Voilà, c'est raconter quelque chose qui soit en accord avec une idée que je veux transmettre. Ok. Qu'est-ce qui t'a initialement inspiré à devenir scénographe vidéo et à te spécialiser dans le mapping vidéo? Est-ce qu'il y a un moment ou une expérience dans ta vie qui t'a dit « tiens, je vais faire ça » ? Non, pas du tout. C'est plus le hasard des rencontres. Disons que quand j'étais étudiante, j'avais envie de travailler l'image. Donc j'étais dans des écoles d'art, diverses écoles d'art. Et ensuite, en fait, c'est le hasard qui m'a fait rencontrer Jean-Michel Jarre. Et en fait, je suis plutôt passée du mapping à la scénographie plutôt que de passer de la scénographie au mapping, plutôt que l'inverse. En fait, Jean-Michel Jarre, dans ses premiers concerts, faisait déjà ce qu'on pourrait appeler les prémices du mapping, c'est-à-dire des images qui accompagnaient sa musique, avec une thématique. Et donc, à l'époque, les images ne bougeaient pas comme elles bougent aujourd'hui en vidéo. Mais néanmoins, j'ai commencé en 86 avec Houston, et c'est plutôt cette évolution-là de l'image fixe vers l'image animée et la vidéo qui a fait que je me suis spécialisée en ce qu'on appelle le mapping aujourd'hui, qui est très à la mode, mais qu'on n'appelait pas comme ça à l'époque. Et la scénographie est venue après, justement, quand j'ai un peu voulu me diversifier. Et avec toutes les connaissances que j'ai pu avoir de divers outils ou de divers vocabulaires du visuel, que ce soit le laser, les effets spéciaux, les fontaines par exemple, je travaille beaucoup avec l'eau. Tous ces vocabulaires-là m'ont amené à faire de la scénographie et de réfléchir à des univers plus globaux dans un espace, plutôt que de m'arrêter, si on peut dire, même si ce n'est pas péjoratif, sur une surface 2D, même si elle a des aspérités pour le mapping. Quelles sont tes passions ou tes hobbies en dehors de ton métier? Alors, j'ai pas beaucoup de temps pour en avoir, parce que déjà, j'ai la famille, qui n'est pas un hobby, mais qui est quelque chose qui me semble primordial, même plus on avance en âge, plus l'essentiel est autour de la famille. Sinon, mes hobbies, c'est la musique. Je fais de l'accordéon. J'aime beaucoup ça. Sinon, mes hobbies, c'est les voyages, bouger, les voyages. Tu fais de l'accordéon depuis combien de temps? J'ai commencé à 40 ans, donc j'ai 63 ans, ce qui fait 23 ans. Parce que j'en ai fait 8 ans moi aussi quand j'étais plus petite. De l'accordéon. J'ai adoré, c'est mon instrument préféré. Ouais, j'adore cet instrument. Ah, ouais. C'est très bien intégré aujourd'hui. Ça s'est bien popularisé, l'accordéon. Repopularisé. Ouais. Est-ce que tu te souviens de ton tout premier mapping vidéo? C'est assez lointain, je pense que c'est Jean-Michel Jarre. Okay. C'est les concerts de Jean-Michel Jarre. Et le premier où j'ai vraiment fait la création, c'est les Docklands, à Londres. Je crois que c'était en 1988. Voilà, ça c'est là où j'ai eu une première vraiment création artistique avec Jean-Michel, puisqu'il s'intègre vraiment dans la création. Donc ça remonte quand même. Et c'était des images qui étaient en photographique et retravaillées après graphiquement sur les tables lumineuses. Voilà, c'est tout à fait une autre technique, ça n'a rien à voir avec le numérique. C'est de l'argentique. Alors tu dis qu'avant ça ne s'appelait pas mapping vidéo? Non. S'il y avait un autre terme ou il y avait projection géante, on disait ça. Ah oui. Parce que c'était toujours dans des villes ou dans des dimensions qui n'étaient pas celles de l'écran télévisuel. Projection d'images géantes. C'est rigolo. On va passer à des questions un peu sur l'univers professionnel. Quel est le projet de mapping vidéo dont tu es le plus fier jusqu'à présent et pourquoi? Et troisième question là-dedans, c'est quel défi as-tu rencontré? Alors là, j'ai besoin de réfléchir. Prends ton temps. Ouais. J'en ai fait tellement. Ouais, le plus plu ou le plus fier ou quelque chose où quand tu le regardes Mais maintenant. en fait, alors je vais répondre parce qu'il y a deux aspects quand je travaille l'image et ce qu'on appelle le mapping.
Il y a l'aspect de projeter en effet classiquement sur une architecture, c'est ce qu'on entend sous le mot mapping, mais il y a aussi la projection sur l'eau. Et en fait, ce dont je crois je suis le plus fier, c'est les projections sur l'eau, parce que pour moi c'est féerique. Et comme j'ai un univers qui est quand même assez marqué par un peu le surréalisme ou des choses un peu délicates, c'est vrai que l'eau donne l'illusion d'un hologramme, et travailler sur l'eau, c'est des contraintes techniques d'image particulières, c'est vraiment magique. De voir le résultat de quelque chose qu'on a créé en 2D sur un écran et de voir sa transformation sur l'eau. Donc c'est ce dont je suis le plus fière et c'est un spectacle que j'ai fait pour le Parc des Oiseaux qui a tourné pendant, je crois, tout un été. Et c'était une histoire où j'avais vraiment carte blanche et j'ai imaginé un enfant qui était sous-dimensionné par rapport à des animaux surdimensionnés et qui passait d'un animal à l'autre et qui racontait une histoire comme ça. Il voyageait au travers avec des animaux. Il y avait un énorme cygne sur un lac qui apparaissait de loin, qui se rapprochait. Il montait sur le dos du cygne. Enfin, je me suis vraiment éclatée. C'était difficile parce qu'il fallait driver au niveau... C'était un mélange de captation et d'image 3D. Okay. Donc la captation, c'était un petit gamin qu'il a fallu filmer sur fond vert. Et ce petit gamin, il était super dur à driver parce qu'il était un peu hyperactif. Ah oui, voilà. Compliqué. Et, non, je veux plus, j'ai plus envie qu'on me refasse la 4e prise, j'ai pas envie. Voilà. Ouais. Ça, c'était un super beau souvenir, je suis assez fière du résultat. Et sinon, je pense que c'est la place des terreaux. Le deuxième que j'ai fait, parce que j'ai fait 2 fois la place des terreaux à Lyon, et le deuxième, j'avais imaginé que les chevaux de Bartholdi, de la fontaine, s'étaient échappés de la fontaine, et en fait, ils amenaient le bouleversement dans le musée des Beaux-Arts. Et donc là j'ai eu un mélange de travail 3D qui aujourd'hui est un peu galvaudé, puisqu'on voit souvent ces images de bâtiments qui se déforment et qui tournent. Et là, ils se déformaient au passage du cheval qui galopait, ou des chevaux qui galopaient. Et il y avait une cantatrice folle qui essaie de rattraper ses chevaux. Voilà. Et ça, j'ai adoré le scénario que j'avais imaginé. Et la réalisation a été vraiment sympa, mais avec pas mal de contraintes, notamment au niveau de la musique, ça a été compliqué. Okay. Mes plus beaux souvenirs, à part ceux que j'ai fait avec Jean-Michel Jarre, c'était toujours accompagné de voyages extraordinaires en Afrique du Sud, en Chine, à Moscou. Enfin, j'ai fait je ne sais pas combien de pays avec l'équipe de Jean-Michel Jarre pendant 25-30 ans. Mais très beaux souvenirs aussi de collaboration avec des gens super intéressants comme Hubert Reeves. On a fait un spectacle à la Cité des Sciences de Paris sur le Big Bang. Et là, j'ai travaillé 6 mois avec un homme qui reste une des plus belles rencontres de ma vie. Et après aussi, les rencontres, quand je travaillais par exemple avec Jérôme Savary ou avec Robert Hossein, ça, c'est des rencontres intéressantes parce qu'ils ont des univers à partager. Et puis le showbiz aussi, qui quelque part, c'est pas les rencontres avec Michel Sardou, Johnny Hallyday ou même Céline Dion qui m'ont passionné, c'est plus l'ambiance de travail la nuit, où on mêle, et moi je ne faisais que l'image, mais je travaillais avec un metteur en scène lumière, un créateur de lumière, Jacques Rouvéroulis, et en fait de voir la composition, comment on travaille image, décor, lumière, comment tout ça, toute cette équipe qui travaillait ensemble, arrivait à faire un produit super intéressant. C'était ça qui était passionnant dans cette partie de ma vie professionnelle. Des projets impliquant des personnalités publiques peuvent attirer beaucoup d'attention médiatique. Comment tu gères la pression et les attentes élevées associées à ces projets ? Des projets avec des stars, je gère bien les pressions avec les différentes personnalités que j'ai pu rencontrer. Les plus difficiles étaient... Là, j'ai vraiment les exemples extrêmes. Le plus difficile à travailler, c'était sans doute Robert Hossein, qui est extrêmement exigeant et pointilleux dans une technique qui, à l'époque, pour moi, ne l'était pas. L'exemple, c'est qu'il y avait des gens sur scène, c'était à Bercy, qui devaient écrire le mot « liberté » avec leur corps. Et ils se mettaient comme ça dans le noir, ils avaient des repères, et moi, je devais allumer mon image avec écrit le mot « liberté », qui les reprenait exactement. Il n'y avait pas assez de précision pour que ça tombe parfaitement tout le temps au même moment, donc il y a eu beaucoup d'insultes. Ah oui, carrément. Oui, parce qu'il est caractériel. Mais bon, il est hyper intéressant. Et voilà, ça c'est un exemple, j'ai fait d'autres projets avec lui qui étaient plus sereins. Et sinon, au niveau d'une autre personnalité avec qui j'ai vraiment apprécié le travail, c'était Yannick Noah. Donc j'ai fait un concert avec Yannick Noah au Stade de France. C'était une scénographie très difficile. C'était sur des tubes LED énormes et qui étaient suspendus.
C'était extraordinaire les échanges avec Yannick Noir. J'ai adoré cette espèce de simplicité, de respect, incroyable. Il arrivait, il me prenait les mains, il disait « Ah Marie-Jeanne, qu'est-ce que tu as fait sur cette chanson ? J'ai imaginé ça. Ah mais c'est très bien, vous êtes très bien, parfait, vas-y. Tu pourrais pas rajouter un peu de ça, ça donnerait... Ah bah oui, oui. Mais une douceur, une délicatesse, une intelligence. Ah, il m'a bluffé. Voilà, ça c'était une belle expérience. Quelle est la pire galère que tu as pu vivre pendant une prestation? Alors, il y en a quand même eu pas mal. Il y en a eu avec Jean-Michel Jarre parce que la technique ne fonctionnait pas, ou est mal partie. Par exemple, on a eu un concert au Dockland, celui de 86, où en fait il y avait un pilotage qui était fait, je pense que c'était, on donnait des tops au casque, et moi je devais gérer les 3 écrans qui eux-mêmes géraient plein de techniciens. Il y avait, je crois, 10 techniciens par écran qui passaient les images, donc il y avait 30 personnes sous casque, sauf que la connexion au début du concert a sauté, parce qu'il y a eu un orage. Il a fallu qu'on se débrouille. Enfin, moi, c'était la pire expérience que j'ai eue, parce que j'avais plus la main. Chaque poste de ce concert, chaque poste d'image, ont dû se débrouiller tout seul. Heureusement qu'on avait répété et qu'ils avaient une certaine autonomie. Ouais. Et sinon, l'autre truc horrible que j'avais eu, c'était, à l'époque, je faisais un peu plus d'institutionnel au début. C'était un défilé de mode pour Lagerfeld en Allemagne. Et on avait une projection à 360 degrés d'images, mais c'était encore pas de la vidéo, parce qu'en vidéo, il y a moins de galères quand même. À l'époque, c'était beaucoup plus complexe. Et en fait, il y a eu des études de placement de sources d'appareils qui ne pouvaient pas fonctionner avec les images qu'on a créées. C'est-à-dire qu'on arrivait dans des angles du mur de 360, et en fait, l'image était déformée, c'était irrattrapable. Donc, et à cette époque-là, les images qui étaient argentiques, on ne pouvait pas les refaire comme on fait sur du numérique. Il fallait 1 semaine de délai, et là, c'était une catastrophe. Donc, ça a été catastrophique. Je crois que... Enfin, je n'étais pas entièrement responsable, c'était l'étude technique qui était en faute là-dessus. Ça a été une catastrophe parce qu'on n'osait même plus aller manger au catering, tellement on avait honte du résultat. Ah oui, carrément. C'était pas montrable. Et pour la mode, c'était insupportable. Après, je sais pas, moi, j'étais que créatrice d'images. C'est pas des souvenirs dont on aime à se rappeler. Oui. Mais bon, ils ont existé. Il faut apprendre de ça. Dans le domaine du mapping vidéo, les technologies évoluent rapidement, comme déjà tu as pu le préciser. Comment restes-tu à jour avec les dernières tendances et les avancées technologiques? Bien, parce que... Il y a un chat, non? Ah non, c'est un enfant, mais oui. Je crois que c'était un chat. Oui, la technologie évolue très vite, surtout maintenant, c'est presque exponentiel. Donc en fait, il suffit juste de se tenir au courant, mais de toute façon, je travaille main dans la main avec une société technique. Je suis vraiment très fidèle avec eux. Ça m'arrive de travailler avec d'autres. J'avais travaillé avec Alabama ou GL Event, mais la plupart du temps, je travaille avec VLS. Je les connais très bien, et donc ils me font part des évolutions. Ils me disent « Ah ben là, tu peux faire ça, regarde cette machine ». Ils viennent me faire une petite démo. Et je vois un peu comment les choses évoluent. C'est surtout dans la puissance des projecteurs et dans les lampes que ça a évolué dernièrement. J'ai un mur, par exemple, de 30 mètres. C'est eux qui disent on va mettre tant d'appareils. C'est eux qui décident pour avoir la puissance nécessaire et le nombre de luxe nécessaire. Donc, quelque part, il y a un climat de confiance qui s'établit. Dans ces technologies de puissance d'appareil, je n'ai pas grand-chose à voir. Par contre, dans l'évolution de l'image, que ce soit les logiciels, qui sont de plus en plus rapides, de plus en plus accessibles aussi au niveau du prix. Je pense à Blender par rapport à C4D par exemple. Là, moi, je travaille beaucoup avec des graphistes, je manipule pas tous les logiciels, moi. Je fais une direction artistique quand il y a de l'image. Après, je choisis certains graphistes qui travaillent avec moi selon les demandes que j'ai dans le style de ce que je veux faire. Ces évolutions-là, c'est plutôt les graphistes qui les suivent. Et après, les évolutions dans la conception par rapport à l'interactivité ou par exemple aux cellules qui permettent de suivre que l'image suive un décor, par exemple. Là, évidemment, je me renseigne et j'essaye de suivre un peu ce qui se fait et de faire mes conceptions en fonction de ça. L'évolution pure des dernières choses, par exemple sur l'intelligence artificielle, je ne pense pas que je serai confrontée à ça. Par contre, je m'y intéresse et mes élèves, parce que je suis professeur aussi, eux seront confrontés à s'adapter à cette nouvelle technologie. Mais moi, je ne pense pas. J'aurais pas des travaux à faire en tenant compte de ça. Et c'est quand même la grande évolution qui s'annonce là. Oui, ça c'est sûr. On a 2 questions qu'on a choisies des élèves qui souhaitent te poser la question. Est-il difficile en tant que femme de se faire un nom dans le milieu et d'être prise au sérieux dans ce métier? C'est une femme qui a posé la question.
une fille. Oui. Alors, moi, j'ai jamais senti le sexisme. Quand j'ai commencé, j'avais 25 ans, 24, 25, je sais plus. Et en fait, j'étais une des seules femmes, si ce n'est la seule femme dans ce métier-là. Alors, il y avait quelques femmes dans les milieux plus de production, au-dessus. Mais moi, dans mon équipe de techniciens, dans mon équipe, j'étais une des seules femmes. Et c'est vrai que, bon, j'avais un look. J'étais un peu punk avec les cheveux bleus. Je pense que j'avais aussi un peu une grande gueule. Et puis j'avais un peu de... Disons que j'étais amenée par Jean-Michel Jarre, donc forcément déjà, il y avait un respect qui se posait. Ouais, Donc j'ai pas eu ce problème-là. Je ne sais pas si aujourd'hui je le sens pas du tout non plus. Il y a autant de facilité pour les femmes que pour les hommes de rentrer dans ce milieu. Alors il y a, paraît-il, moins de femmes qui font du vidéo mapping, mais il y a aussi moins de femmes qui font de la 3D. C'est quand même très très marqué. Je suis professeur, j'ai presque entre 80 et 100 élèves et c'est surtout les garçons qui font de la 3D. Donc forcément, comme le mapping est souvent axé sur la 3D, il y a peut-être plus d'hommes dans le mapping que de femmes. Mais ça leur est ouvert, enfin je ne sens pas d'a priori là-dessus. Il y a autant de créativité chez les femmes que chez les hommes. Et parmi mes élèves, dans le domaine de la formation mapping ou motion design que je fais, il y a plus de femmes que d'hommes. Ok, donc comme quoi. Deuxième question, comment as-tu réussi à développer ton réseau? C'est une question qui revient beaucoup dans toutes les interviews qu'on fait. Comment faire? C'est la question. En fait, mon expérience personnelle, elle est particulière dans le sens où moi, quand j'ai commencé, il y avait 3 sociétés qui faisaient du mapping. Enfin, c'était pas du mapping, encore une fois, c'était de l'image géante. Et donc forcément, en plus étant une femme, j'étais connue. Marie-Jeanne, tout le monde connaissait. D'ailleurs, tout le monde connaît encore aujourd'hui. Voilà, ça m'a suivi en fait, parce que j'ai été la chance d'être née là quand je suis née, d'avoir rencontré les bonnes personnes. Donc j'ai pas été confrontée à faire un réseau qui s'est fait tout seul. Parce qu'à partir du moment où je travaillais avec Jean-Michel Jarre, j'étais appelée après dans le monde entier. Quand on fait aussi les fêtes de Lumière de Lyon, j'ai travaillé au Crazy Horse, avec le Cirque du Soleil. Forcément, c'est un enchaînement. Je n'ai pas eu besoin de créer de réseau pour ma part. Mais aujourd'hui, je vois en effet un peu l'angoisse de mes élèves et je comprends tout à fait. C'est très difficile d'entrer dans ce monde qui maintenant est, même dans le mapping, il y a énormément de gens. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui n'ont pas forcément de formation, mais qui ont une grande maîtrise technique des logiciels, qui font des choses qui, pour moi, dans mon éthique de ce que peut être le mapping, ne conviennent pas et enfin, ne sont pas, à mon avis, disons, des œuvres à retenir. Il y a beaucoup de monde et c'est très très difficile aujourd'hui de se faire un nom dans ce métier-là parce qu'il s'est popularisé tout simplement. Donc bon courage pour la jeunesse que j'essaie de soutenir. Et moi, pour ma part, dans ma formation, j'essaie de suivre les élèves que je pense être les plus méritants, peut-être par leur travail, par leur niaque, par leur envie, parce que c'est souvent ça qui fait qu'on arrive à rentrer dans un réseau. Je les soutiens. Quand moi, on m'appelle aujourd'hui pour un mapping, en général, je dis je ne le fais pas. J'appelle un élève ou plusieurs élèves et je travaille avec eux. Au moins, moi, je garde une petite direction artistique où je partage. Ouais. Par exemple, en ce moment, je fais un truc à Épernay. Outre le truc que je fais pour le spectacle et l'installation que je fais pour Moët et Chandon, je fais un vidéo mapping avec un élève et j'essaie de lui laisser la main petit à petit. Mais il y a vraiment une co-réalisation et une co-conception. Ah, c'est super ça pour l'élève, du coup, ça lui fait une expérience incroyable. Bah ouais, mais je peux pas en prendre énormément. Mais j'essaye au maximum, vu que moi, de toute façon, dans mon idée, j'ai pas forcément envie de faire du mapping. La plupart du temps, j'ai plutôt envie de faire des installations maintenant. Ça m'intéresse plus voilà, j'ai l'impression qu'en mapping, je suis arrivée au bout. Donc, ceux qui veulent mon style, comme Moët et Chandon, bah, je réponds oui, ok. Mais répondre à des appels d'offres, plus du tout. Parce que j'estime que ma patte graphique ou ma signature, elle est moins dans l'air du temps, je veux dire, que ce qui se fait aujourd'hui. Voilà. Ok, d'accord. Et les jeunes ont leur place, quoi. Voilà. Moi, j'avais peut-être une petite question aussi. Alors, j'avais réécouté un retour d'expérience que tu avais fait aux élèves il y a 2 ans, 3 ans peut-être. C'était hyper intéressant. Je voulais du coup te poser 2 questions. Comment est-ce que ça vous est venu l'idée à l'époque de projeter des grosses images sur des grandes surfaces? Est-ce que ça avait déjà été fait avant ou est-ce que c'est l'un de vous qui a eu cette idée-là? Comment c'est venu? Et après, j'aurais bien aimé que tu nous racontes toute l'évolution que tu as pu avoir au fil des années. L'idée de projeter des images sur des immeubles, le premier qui l'a fait, c'est un gars qui s'appelle Max, un révolutionnaire, on peut dire ça, anti-tout, et qui a sorti les appareils qu'on utilisait à l'époque. Donc là, je parle dans les années 1975-80, donc moi j'étais encore en études. Et en fait, un mec qui s'appelait Max, avec sa femme, il a pensé à sortir les projecteurs Pani qui servaient à faire les décors dans les théâtres.
à projeter des images de décors uniquement dans les théâtres. Il a sorti cet appareil Pani du théâtre, il l'a mis sur un camion et à la sauvage, il a fait des images, surtout des images politiques, qui se baladait avec son camion à l'arrache et il allait projeter sur les immeubles les têtes des politiciens à l'envers, avec barrés, enfin bon. Donc c'était une espèce de révolte after 68 hard de cette personne-là, mais c'est lui qui a eu cette idée que Jean-Michel a repris. Et c'est vraiment Jean-Michel le précurseur de ça, de mettre des grandes images dans la ville. Ce sera arrivé un jour ou l'autre, mais quelque part c'est lui qui a développé ça avec ses concerts partout. Il a commencé en effet par son concert à la Concorde, c'est un des premiers. En ce moment, je lis un livre sur lui qu'il a écrit. Ce premier concert à la Concorde, un concert en Chine, puis après il a voulu les faire partout dans le monde, et il les a fait partout dans le monde. Donc il a aidé à la démocratisation de la grande image dans la ville. Et après, la deuxième question, c'était... C'était si tu pouvais nous raconter l'évolution que tu as vécue. Ça peut être long. L'évolution des techniques a fait l'évolution de l'image vers le mapping. Donc en fait, on commence à une seule image qui est sortie sur un appareil, et on arrive à ce qu'on fait aujourd'hui en mapping très complexe sur des énormes surfaces. En fait, l'évolution, ça a commencé avec justement ces projecteurs Pani qu'on a sortis des théâtres, et en fait, on faisait de l'image argentique. Les premières images, c'était des images en Pyrex, qui étaient peintes avec une peinture argentée, qui étaient cuites au four et peintes ensuite. Donc c'était des images qui étaient lourdes, parce que le Pyrex était épais, et par exemple pour Houston, on a utilisé cette technique en 86, et on avait près de 2000 images, donc c'était des bacs très lourds, et chaque personne prenait l'image et la posait dans un passe-vue, et changeait l'image manuellement, etc., avec des tops donnés au casque. Donc c'était très rudimentaire, on n'avait pas beaucoup d'images néanmoins, puis elles ne bougeaient pas. Donc ça, c'était les débuts, c'est avec des Pani. Ensuite, on a eu un nouvel appareil qui est né en France, c'est les Pidgey. Au début, ça s'appelait autrement, ça s'appelait des hardware. Et ces appareils-là, c'est des appareils avec une lampe xénon. Avant, c'était du HMI qui chauffait beaucoup. Donc, on était obligé d'avoir des images en Pyrex parce que sinon, ça cassait. Déjà, ça avait tendance à exploser, mais ça brûlait. On avait enlevé les anticaloriques. On pouvait se cuire un œuf sur l'objectif de l'appareil, tellement c'était chaud. Donc, les Pidgey, eux, ont d'abord eu des images fixes de la même façon argentique, mais plus sur verre, parce qu'on avait trouvé une façon que ça ne chauffe plus à l'endroit du passe-vue. Donc ensuite, on a imaginé que le Pidgey, lui, pouvait tourner autour d'un axe. Donc on pouvait faire la rotation d'une image. Tout ça, c'était programmé de façon mécanique. Ou alors, on pouvait faire un défilement vertical ou horizontal. Et voilà. Donc c'était très compliqué, parce qu'aujourd'hui, on déforme les images, la parallaxe des images avec des systèmes numériques. Là, on calculait toutes les déformations parallaxes par rapport à l'appareil. Par exemple, à la Défense, quand on a projeté sur les immeubles, on était tout en bas et il fallait projeter tout en haut. La déformation de l'image était énorme, il fallait calculer les raccords. Tout ça, c'est des calculs de gens de nos équipes, qui faisaient des coupes, des vues de dessus, partout pour calculer tout ça. Voilà. Et après, donc, dans cette évolution, on a eu petit à petit, c'est Jean-Michel qui était aussi à l'origine de ça, c'était à Pékin, à la Cité Interdite. Il a dit, ce serait quand même bien que l'image bouge, j'aimerais bien que l'image bouge, mais elle ne bougeait toujours pas. Donc on a essayé, on a imaginé de mettre dans une image fixe, de laisser un trou noir, et de compléter ce trou noir avec des raccords à calculer, avec une image qui bougeait. Donc ça permettait de donner l'illusion que toute l'image était animée, mais il n'y avait qu'un petit bout qui était animé. Donc au niveau du raccord d'image vidéo avec image Pidgey, au niveau du raccord de la puissance lumineuse, c'était compliqué. Moi, je me contentais de faire l'image. J'ai pas mal travaillé à Disney pour les Halloween. On a projeté sur la maison hantée, et c'était ce système-là qu'on avait utilisé. Ouais. Et je tiens à le dire, l'évolution des logiciels. Avant, je me souviens que je programmais avec les techniciens des nuits entières pour dire, pour aller de l'image 1 à l'image 2, tu vas du code 2390 au 2458, et l'image se déplaçait comme ça par un ordre donné sur l'ordinateur qui pilotait une roue crantée pour faire passer l'image devant l'objectif. Donc c'était complexe. Et ensuite, il y a eu tous les logiciels qui sont créés et qui maintenant sont extrêmement performants. Et moi, j'ai connu un peu plus les évolutions qui passent carrément du mécanique à l'informatique, quoi. C'est assez super d'avoir vécu ça. À chaque fois, c'était des prouesses, quoi. Quand on me disait, ah, ça y est, on a réussi à faire ça, c'est extraordinaire, on va essayer un nouveau truc. Et c'est Jean-Michel qui poussait à chaque fois en disant, allez, faites des études. Il avait à plein temps quelqu'un qui cherchait à faire des évolutions sur les machines pour que ce soit de plus en plus performant. Toi, parmi toutes ces techniques, tu utilises quoi pour le mapping, pour la scénographie vidéo?
L'avantage, c'est que comme j'ai l'expérience, je connais bien les effets qu'on peut faire. Et par exemple, j'utilise en effet beaucoup les fontaines d'eau, en lumière ou en vidéo, les écrans d'eau, la fumée, le laser. J'utilise beaucoup le laser, je trouve que c'est super intéressant, plutôt en laser espace qu'en laser écriture. La vidéo propre projetée, mais j'utilise aussi les écrans LED. Donc j'ai fait une fois sur un volume en LED du vidéo mapping. C'était assez étonnant, c'était des cubes, et sur ces cubes, dans un certain axe, on arrivait à créer des illusions incroyables. J'utilise aussi l'intervention humaine des fois, en travaillant main dans la main avec des sociétés qui ont des ballons. J'utilise pas mal les ballons, les gonflables, les objets lumineux. Là, actuellement, sur mon prochain spectacle, j'ai acheté en Chine presque 12 000 petites LED qui vont bouger dans le vent. Je dis que je suis scénographe vidéo parce que ce qui domine souvent, c'est l'image. Ouais. Mais très souvent, c'est aussi que de la lumière. Voilà. C'est pas forcément de l'image. C'est du visuel. Voilà. On peut dire scénographe visuel. Ok, je retiens ça. Scénographe visuel. Toi, quel est le plus important dans un mapping? Parce qu'ils avaient eu un débat une semaine avant avec d'autres virègues, et il y en avait qui disaient que c'était la qualité de l'image, l'animation, d'autres qui disaient que c'était plus l'histoire, le message que tu veux faire passer. Dans un mapping. Dans un mapping, oui. Tous ces paramètres-là sont importants. La qualité de l'image, c'est important. La qualité du mouvement, c'est super important. Mais pour moi, le plus important, c'est le sens donné à l'image. On fait passer avant la narration. C'est-à-dire que pour moi, c'est le plus important. Une image qui bouge peu, mais qui est bien faite, qui est calée sur l'architecture, et avec un texte ou avec une musique qui convient, c'est là que l'émotion est là. Donc pour moi, c'est l'émotion avant tout. Ça passe par la qualité de l'image, par la puissance de l'image, parce qu'une image trop faible sur un mur, ce n'est pas percutant. Mais ce n'est pas, pour moi, une image qui est faite d'effets waouh. Je suis anti-effet waouh, sauf si ça a un sens. Voilà. Si on fait pousser une végétation et que ça raconte quelque chose dans l'histoire globale, là, je suis d'accord. Si c'est pousser une végétation parce que c'est beau, une végétation sur un immeuble, ça m'intéresse moins, et surtout, c'est déjà hyper galvaudé. Quoi. Oui, en fait, c'est la direction artistique. Quoi. Oui, c'est ça, c'est le contenu. Ouais. Le contenu, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important dans un mapping. J'ai vraiment envie de me démarquer. Les autres font comme ils veulent, mais je pense que ça durera moins que ceux qui cherchent à raconter quelque chose et qui donnent un sens à leur mapping, justement parce qu'il y aura l'image, l'animation, le contenu, et tout ça fera que ça aura plus de poids et plus de longévité dans notre métier. Ah, je suis totalement d'accord. Ouais. J'arrête toute question. Merci beaucoup. Merci beaucoup, franchement. Et ça,